et moi, Vincent Guilleminault et moi-même, on est vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui. Ravis de vous savoir aussi nombreux, et de toute la France, a priori, parce que tu viens de nous confirmer, Vincent. Et voilà, donc on vous accueille aujourd'hui pour ce webinaire sur temps, rythme et réussite qu'on vous propose, qui vous est proposé par l'antenne ICF Bourgogne-Franche-Comté que Vincent et moi représentons aujourd'hui. Alors, quelques recommandations. Vincent a déjà commencé à en parler, mais pendant que d'autres nous rejoignent, pour favoriser la qualité d'écoute, on vous remercie de bien conserver les vidéos et les audios coupés. Pour la qualité d'écoute, mais aussi parce que ce webinaire, il est enregistré. Voilà, donc pour des questions de droit à l'image, qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Et puis, Vincent et moi, en tant que coach professionnel, on croit beaucoup à l'intelligence collective, à la co-construction. Donc, on vous invite à partager grâce au chat, partager vos remarques, vos prises de conscience, poser vos questions. Vous avez, je pense que vous connaissez tous maintenant Zoom, et vous avez un onglet qui s'appelle Converser, qui va vous servir à cela. Alors, peut-être qu'il est temps qu'on se présente à vous. Donc, je m'appelle Gwenaëlle Cornilla. Je l'ai exercé pendant 20 ans le métier de DRH dans le secteur public territorial puis hospitalier. Et puis, j'ai ensuite décidé de créer mon entreprise de coaching professionnel et de formation. Donc, je suis aujourd'hui coach professionnel certifié, maître praticien en PNL, maître praticien en hypnose ericksonienne. Et je suis installée à Montbard, donc à 1 heure de route de Dijon. Et je vais laisser la parole à Vincent pour qu'il se présente à son tour, sachant que Vincent aura une responsabilité cruciale pendant ce webinaire, parce que c'est lui qui va animer le chat, c'est lui qui sera votre porte-parole. Vincent. Merci Gwenaëlle. Alors, je vais me présenter très rapidement. Merci beaucoup. Donc, je suis également coach professionnel certifié et on partage avec Gwenaëlle une carrière précédente dans la fonction publique territoriale. Voilà, je suis également formateur spécialisé en communication non violente et j'anime des groupes de co-développement, qui est une sorte de seconde passion pour moi, après la passion du coaching, bien entendu. Merci Vincent. Alors, on vous a dit qu'on était là au nom de l'antenne ICF Bourgogne-Franche-Comté, mais ICF, c'est une grande organisation, c'est la plus grande fédération, c'est la Fédération internationale de coaching, donc ça représente plus de 30 000 adhérents partout dans le monde, des professionnels qui sont attachés à mettre en œuvre les 8 compétences clés du coaching professionnel, et puis à défendre un code de déontologie qui est vraiment essentiel à nos yeux. Je transmets la parole, Vincent. Ouais. Pour parler très rapidement de la semaine internationale du coaching, en fait, chaque année, il y a une semaine donc mondiale qui se caractérise par des événements qui célèbrent la pratique du coaching, qui ont pour vocation de promouvoir cet outil de transformation qu'est le coaching. Et puis, ça nous permet à nous aussi, coachs, de célébrer la passion que nous avons à pratiquer ce métier. Et en Bourgogne-Franche-Comté, cette année, ça s'est traduit par l'animation de 4 webinaires dont nous avons l'honneur et le plaisir de partager aujourd'hui l'un d'entre eux. Donc, comme vous l'expliquait Gwenaëlle, moi je serai votre porte-parole, donc je me mettrai en off, je vais couper l'affichage de ma trombine et laisser la place à Gwenaëlle qui va donc présenter son webinaire. Je suis à votre écoute à travers le chat. Gwenaëlle, je te laisse la parole. Alors, pourquoi on vous a proposé ce webinaire? Moi, je trouve qu'on est dans un monde de l'immédiateté de l'information et de l'accélération du temps. Et soudainement, avec cette crise issue de la pandémie du Covid-19, cette crise, elle est venue nous interpeller dans notre rapport au temps et à l'espace. Et je me suis dit, comment nous saisir de cette crise, comment en faire un levier pour nous transformer, trouver un meilleur équilibre peut-être, et mieux réussir demain. Mais avant d'aller plus loin, le temps, je me suis dit que ce serait important de le définir. Alors, je vais tout de suite redonner la parole à Vincent. J'aurais envie que vous partagiez avec nous
le temps, vous, si vous deviez le définir avec un seul mot ou une seule image, c'est quoi le mot ou l'image qui vous vient là immédiatement en tête? Et je te redonne la parole, Vincent, pour que tu nous dises les premiers mots qui remontent. Espace infini, le papillon, le sablier, la contrainte, la fuite, durée, le manque de. Mon ami, opportunité, encore un sablier, le train, l'argent, le manque, Je vois qu'Annie nous a rejoint. Annie, merci de couper votre vidéo, s'il vous plaît. Voilà, je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Donc, merci. merci à vous. Donc, merci Vincent pour tous ces mots. Il y a beaucoup de choses parce que ça continue à défiler, merci pour votre participation active. Il y a beaucoup de choses autour de la course, du manque, du minuteur. Voilà, j'ai beaucoup de courses. Hein. Alors, J'entends, j'entends. la Moi, montre. quand je suis intéressée à ce sujet, je me suis d'abord, voilà, j'ai voulu lire des philosophes qui sont intéressés à ça dès l'Antiquité, puis après les scientifiques. Et finalement, qu'est-ce que j'ai retenu de toutes mes lectures? C'est que le temps, en fait, c'est pas une notion qui se définit, qui se pense, c'est déjà une notion qui se vit, qui se perçoit. Donc, c'est éminemment propre à chacun. Et du coup, voyez bien tous les mots qui sont remontés là du chat. Certains sont communs, d'autres sont différents. Donc, on a toute notre définition, notre représentation du temps. Et de même qu'on développe tous notre rapport au temps. Et voilà, là, je vais vous proposer, vous voyez, 9 images, 9 photos qui s'affichent face à vous. Et j'ai envie de vous inviter, en ce début de webinaire, à choisir la photo, parmi ces 9 photos, qui illustre le mieux pour vous votre propre rapport au temps. Et vous pouvez soit partager dans le chat, soit conserver pour vous cette information. On en reparlera plus tard. Voilà, donc l'image, la photo, qui pour vous représente le plus votre rapport au temps. Alors, ce sujet, on va passer cette heure ensemble. Comment on va l'aborder? Moi, j'ai eu envie de l'aborder comme si c'était une symphonie qui aura du coup 4 temps. Dans un premier temps, on va voir comment nous avons construit notre rapport au temps dès l'enfance. Moi, c'est ce que j'appelle les notes de musique. Dans un second temps, on verra cette question du rythme, puisque si on veut une mélodie, encore faut-il donner un tempo. Et puis cette mélodie, on va voir qu'on ne la joue pas tout seul sur une île déserte, mais dans un orchestre. Dans un troisième temps, on verra comment la crise, elle intervient comme un coup de tonnerre, une rupture de rythme, peut-être pour une autre mélodie, qui sait. Et puis on verra dans un quatrième temps, puisqu'il s'agit bien de temps, rythme et réussite, quelles sont nos différentes stratégies et modes de fonctionnement pour échouer ou réussir. Voilà, donc je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet avec notre première partie. Comment on a construit notre rapport au temps? Ben oui. Eh bien, en fait, alors ça nous semble très très loin, mais il y a quelques mois, le sujet d'actualité, c'était la réforme des retraites. Et tout tournait autour de cette question de l'âge pivot. Ben, sachez que pour la construction de notre rapport au temps, il y a aussi un âge pivot. Cet âge pivot, c'est l'âge de 6-7 ans. Avant cet âge-là, l'enfant, entre 2 et 6 ans, il est dans ce qu'on appelle la pensée magique. Il croit que s'il pense très fort à quelque chose, ça va se réaliser. Il pense qu'il a un impact sur ce qui l'entoure. Et pour lui, faire la différence entre le fantasme et la réalité, ou la vérité et le mensonge, pour lui, la frontière, elle est assez floue. Et puis, vous savez, la sagesse populaire nous parle ensuite de l'âge de raison, comme étant l'âge de 7 ans. En fait, aujourd'hui, les travaux des neurosciences nous montrent que cette sagesse populaire, elle avait bien identifié qu'il se passait quelque chose à cette date-là, puisque, effectivement, à l'âge de 6-7 ans, les neurones préfrontaux, qui sont le socle de l'anticipation, eh bien, ils se développent, ils arborisent, ils entrent en contact avec le système limbique, lui gère la mémoire et les émotions. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'enfant, il développe une idée abstraite du temps, comme quelque chose qui est indépendant de ses faits et gestes. Et comme il se fait cette représentation abstraite, il va du coup pouvoir prendre conscience de caractéristiques du temps
et principalement 2 caractéristiques du temps que j'ai envie de prendre le temps de développer un peu avec vous maintenant. Alors, c'est quoi ces caractéristiques du temps? La première, je vais vous l'illustrer par ces sabliers. C'est ce qu'on appelle l'écoulement inexorable du temps. Vous voyez, le sablier est plein au départ, tout le sable va s'écouler en bas du sablier et votre main, elle reste à l'extérieur. Vous ne pouvez pas stopper en mettant votre main l'écoulement de ce sable. Donc, ça montre notre impuissance face à cet écoulement inexorable du temps. Certains parlent de fuite du temps ou de course du temps. C'est un mot aussi qui revenait pour certains d'entre vous tout à l'heure dans le chat. Donc, cet écoulement inexorable du temps, quelque part, ça nous montre qu'on est déconfiné du temps, par essence, hein, puisqu'on aura un début de vie, une fin de vie. Et donc, tout ça, on est confiné dans ce temps défini. Et ça a un impact émotionnel fort pour nous, avec essentiellement de l'angoisse. L'angoisse que la vie passe trop vite, l'angoisse de ne pas réussir à faire tout ce qu'on a envie de faire dans cette vie. L'angoisse de ce temps qui nous échappe alors qu'on aimerait tant pouvoir le rattraper. Donc ça, c'est la première caractéristique du temps. Mais il y en a une seconde qui, elle aussi, a un impact émotionnel fort. Et cette seconde caractéristique du temps, les scientifiques l'appellent la flèche du temps. Ils parlent aussi de séquence unidirectionnelle. C'est ce qu'on appelle plus prosaïquement l'irréversibilité du temps. Tant qu'on n'aura pas inventé de machine à remonter le temps, tant que l'homme n'ira pas plus vite que 300 000 km/s, on ne pourra pas remonter le temps. Et comme je vous le disais, ça aussi, ça a un impact émotionnel fort pour nous, avec des émotions plus qui sont du type peur d'agir, peur de me tromper, peur de commettre des erreurs qui seraient irréparables pour moi. Donc, vous voyez, c'est 2 caractéristiques du temps avec cet âge pivot de 6-7 ans où nous en prenons tous conscience. Donc ça, c'est ce que j'ai, moi, appelé les notes de musique. Mais maintenant, pour en faire une mélodie, on va mettre tout cela en rythme. Et c'est donc notre point suivant. En fait, ce que vous savez peut-être ou pas, c'est que notre énergie, ce qui nous permet d'avoir le rythme qu'on a tous les jours au quotidien, et bien, ce rythme, il provient d'une énergie qui a 3 sources. Alain Goudsmet, qui était coach sportif au départ et qui ensuite est devenu coach pour dirigeants et coach pour managers spécialistes de la performance, il rappelait que voilà, on a 3 réservoirs d'énergie que lui il appelle des batteries, et ces trois batteries, c'est le mental, l'émotionnel et le physique, ce que parfois dans notre jargon de coach on appelle le tête-cœur-corps. Alors, en général, nos 3 batteries ne sont pas toutes rechargées à 100% en permanence, mais notre organisme il est super bien fait. Pendant un certain temps, quand on a une batterie un peu plus faible que les autres, eh bien, les autres peuvent compenser. Donc ça, c'est super, sauf que ça ne dure qu'un temps. Et au bout d'un moment, il est important de se rappeler que le niveau d'énergie de nos 3 batteries, il sera ramené au niveau de la batterie la plus faible. C'est souvent d'ailleurs ce qu'on constate quand on arrive au burn-out, c'est-à-dire qu'on a eu beau essayer de compenser pendant des mois avec le mental en disant je vais tenir, je vais tenir, je vais tenir. Il y a un moment, même le mental ne peut plus compenser et un matin, on n'arrive plus à se lever. Autre point à savoir, c'est que là aussi où notre organisme est bien fait, c'est qu'on a des signaux d'alerte. Des signaux d'alerte qui nous permettent de savoir qu'on est en train d'avoir nos batteries qui s'épuisent. Alors, c'est quoi ces signaux d'alerte? Ça peut être des douleurs physiques, douleurs dans les cervicales, les lombaires, dans les articulations, de l'insomnie, de l'irritabilité, du repli sur soi, des difficultés parfois à se concentrer ou des pensées qui peuvent être envahissantes. Donc, tout un tas de signaux d'alerte
qui nous préviennent qu'on a nos batteries qui sont en train de s'épuiser. Et du coup, je vais pouvoir repasser la parole à Vincent, parce que moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est parmi ces 3 batteries, entre le mental, l'émotionnel et le physique, quelle est en général la batterie pour vous dont le niveau d'énergie est le plus haut? Et Vincent, je te transmets le bâton de relais pour ce premier sondage. Oui, donc vous devriez voir apparaître sur votre écran un sondage. Je vois que les réponses arrivent très vite. Je vois que les réponses arrivent très vite. On est déjà à 75% de participation. Bravo pour votre réactivité. Mais on vous laisse le temps. Hein. Pas trop. On est à 85%. 88, voilà. À 90%, je coupe le sondage. Ouais, super. Ok. Super. Alors, vous devriez voir les résultats qui s'affichent, donc. Eh oui, la tête. La tête. Je ne sais pas pourquoi, Gwenaël, je suis pas particulièrement surpris de ces chiffres. Le rapport au corps est quelque chose qu'on a vraiment tendance à laisser de côté. Et pourtant, c'est une batterie extrêmement importante, au même titre que les 2 autres. Voilà. Effectivement, Vincent, on n'est pas surpris ni l'un ni l'autre parce que ça confirme ce qu'on constate souvent chez nos clients qui ont un mental prédominant, un mental sur lequel ils s'appuient beaucoup. On voit quand même que le cœur, l'envie, les émotions sont aussi une source importante d'énergie pour beaucoup d'entre vous. Et le corps est manifestement le grand oublié, hélas. Alors, je vous ai parlé de ces 3 batteries avec Vincent, mais peut-être vous interrogez-vous sur… j'ai du mal à passer à la diapo suivante. Je ne sais pas si c'est lié au sondage. Ah. Est-ce que ça va mieux, Gwenaël? Ah non, la batterie, la diapo ne défile plus. Peut-être que ton ordinateur aurait besoin de recharger ses batteries. Voilà, c'est bon. Mais normalement, il est sur réseau. Donc, voilà. Donc, on a 9 façons de recharger nos batteries. Alors, c'est des choses assez classiques, hein, mais la preuve en est que souvent, c'est important de revenir sur ces fondamentaux. Une des premières façons, c'est déjà de dormir, le sommeil. La nutrition, alors j'ai envie de dire à la fois une nutrition globalement équilibrée, mais aussi qui donne du plaisir. Hein, on est dans le pays de la gastronomie. L'activité physique, toutes ces activités aussi manuelles, créatives, comme le jardinage, le bricolage, la cuisine, pâtisserie. Bien sûr, tout ce qui a trait aussi aux contacts sociaux et affectifs, ce qui tourne aussi autour de la culture, lecture, musique, cinéma, musée, la méditation, la détente. Et puis, ne négligeons pas une source de rechargement de nos batteries extrêmement efficace, l'humour. Voilà, on a donc au moins 9 façons de pouvoir recharger nos batteries. Et je vais de nouveau te redonner la parole, Vincent, parce que j'aurais envie que vous partagiez avec nous dans quelle mesure vous écoutez, vous prenez en compte vos signaux d'alerte de vos batteries. Et je te redonne la parole, Vincent, pour que tu nous dises ce qui émerge du chat. Très bien, merci Gwenaël. Les premières respirations, oui, la respiration, c'est le corps. Oui, bien sûr. Se concentrer et être attentif à ses sensations corporelles, c'est tout à fait le corps, bien entendu. Vous pouvez pratiquer une marche rapide ou un jogging en ayant la tête qui vous empêche d'être à l'écoute de l'activité physique que vous pratiquez. Donc oui, la respiration, la méditation, tout à fait. Je prends en compte la situation de crise, de danger. J'écoute mes besoins, nature et sport. C'est terriblement paradoxal parce que j'ai beau savoir, je continue souvent à forcer la machine. Et oui, mais savoir, c'est la tête. Alors, l'entraînement du corps vous permettra de créer ce lien avec votre corps. Oui. C'est toute la difficulté quand on est extrêmement dans le mental, c'est que
on a cette puissance de réflexion qui nous enferme à l'intérieur d'elle-même. Et savoir n'est pas pouvoir faire. Parfois, on a besoin d'être accompagné. Le repos, s'écouter, uniquement quand c'est limite. Et oui, ces fameux signaux d'alerte. Alors, tu en parlais, Gwenaëlle, de manière très claire tout à l'heure. Les signaux d'alerte corporels, émotionnels. Il faut, pour pouvoir être en équilibre avec ses batteries, pouvoir se connaître, pour pouvoir identifier les signaux faibles, avant que ça devienne quelque chose qui a un impact sur la santé. Mon corps m'a déjà lâché et j'ai compris depuis à décrypter ces signaux. Je crois que, sans trahir nos secrets, Gwenaëlle, nous le partageons aussi tous les deux, malheureusement. Mais aujourd'hui, on a appris à écouter ces signaux faibles. Ouais. Prendre du recul, faire quelques pauses dans la journée. Oui, le rythme. Hein, je crois que avoir, je fais juste une petite insiste sur le principe de méditation, avoir à l'esprit que la méditation, dans ce rapport au corps, c'est avoir devant soi 1 heure dans un espace zen, avec une petite fontaine, une musique douce et des drapures jolies, et quelque chose, pourquoi pas, mais quelque chose peut-être d'assez accessoire. Et on peut très rapidement dans la journée, avec quelques respirations, être dans le rapport au corps, et ça peut se pratiquer par des respirations profondes, notamment dans des moments même professionnels, même en réunion, quand le stress monte. Hein, une bonne respiration profonde pour être à l'écoute de ses émotions et de ses besoins, c'est déjà être dans un rapport au corps et puis au cœur. Et ça fait taire le mental quelques secondes pour retrouver son potentiel, redémarrer. Voilà, le rire, l'humour, ça crée antidote, effectivement. Cohérence cardiaque. Effectivement, la cohérence cardiaque, ce seront aussi des exercices qui peuvent être faits rapidement à l'occasion d'une pause au travail ou au télétravail. Ok, je ne vais pas prendre plus de temps. Mais merci beaucoup, Vincent. Je trouve que vos partages sont extrêmement riches, extrêmement intéressants. Alors, ça m'a aussi beaucoup touché que certains partagent le fait que c'est malheureusement quand ils ont atteint la limite qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des signaux d'alerte et qu'ils n'avaient pas écouté les signaux faibles. Et comme Vincent l'a souligné, on est un certain nombre à avoir appris à prendre en compte ces signaux d'alerte un peu dans la douleur. Mais ce qui est important, c'est qu'une fois que ça s'est produit, d'en tirer des enseignements pour la fois suivante, écouter les premiers signaux, les signaux faibles, comme ça a été dit, avant d'être sur des signaux d'alerte. Ouais. L'alimentation équilibrée, j'avais une question autour de ça. Je crois que l'alimentation, tu en parlais tout à l'heure, c'est extrêmement important. L'alimentation équilibrée, oui, si elle est goûter avec plaisir, et si on prend le temps de goûter avec plaisir. On peut, comme quand on fait une marche ou un footing, on peut être en train de faire une randonnée et de penser à notre déclaration d'impôt que nous n'avons pas faite. Alors, de la même manière, une alimentation équilibrée, oui, c'est le corps, mais si on prend le temps de savourer les saveurs et de savourer l'instant. C'était aussi, Vincent, ce que je pouvais dire en complément, comme tu le disais tout à l'heure, la méditation, c'est pas forcément 1 heure dans la position du lotus avec de la musique zen. Ça peut être très simplement, je bois mon café et je suis complètement à savourer ce café, à sentir les odeurs, la texture en bouche. Et ce moment où je suis en pleine conscience du café que je suis en train de prendre, non seulement ça me donne du plaisir, mais ça recharge aussi, ça coupe le mental. Et ça me permet, sans prendre de temps spécifique, de me recharger, de me ressourcer, de me faire du bien dans le plaisir. Ouais. Et ce que je fais, comme on est souvent dans notre travail habituel en déplacement, ce que je fais régulièrement, c'est que je prends ce temps-là au moment des pauses, notamment quand j'anime des formations, lorsque je me lave les mains. Au moment des pauses, lorsqu'on se lave les mains, voilà, sentir le contact de l'eau plus ou moins chaude sur les mains, la sensation corporelle des 2 mains qui se frottent, et se concentrer pendant les quelques secondes, au moins 30 secondes, pardon, que dure le lavage de mains, c'est une manière aussi très rapide d'être dans le rapport au corps et d'appliquer les gestes barrières. Merci Vincent. Je vois que tu as de la suite dans les idées. Alors, avançons si vous le voulez bien. Là, on a fait comme si notre rythme, il était uniquement dépendant de nous seuls, comme si on était sur une île déserte. Mais en fait, on joue pas, on n'est pas soliste, on est dans un orchestre. Donc, il y a d'autres éléments qui impactent l'organisation de notre temps. Déjà, le temps et le rythme des personnes avec lesquelles on est en relation, la pression qui peut être imposée par les clients, les fournisseurs, les partenaires, les collègues, les enfants, tout ce qui tourne autour de l'environnement économique, politique, social, et puis également les aléas sanitaires, on l'a vu là avec cette crise
du Covid-19, ou des aléas climatiques. Ça peut être de la canicule l'été, mais comme les tempêtes de 99, là forcément ça a bousculé notre temps et nos agendas dans cette période-là. Et du coup, ça nous demande de développer un certain nombre de compétences. Alors, parfois on résume ça autour de soft skills, ces compétences douces, la coopération, l'agilité, la flexibilité, l'intelligence émotionnelle, relationnelle. Voilà, tout un certain nombre de compétences qui n'étaient pas forcément les plus valorisées il y a quelques années dans les entreprises, mais où maintenant, qu'on soit en entreprise ou en administration publique, on a bien compris que c'était une des clés aussi de la réussite de développer toutes ces compétences. Voilà. Ouais, et on voit bien, Gwenaëlle, par rapport au sondage que vous avez, auquel vous avez répondu tout à l'heure, que ces soft skills, elles vont s'adresser au cœur et au corps. Voilà, donc on équilibre quelque part les batteries en s'intéressant davantage à ces compétences psychosociales. Absolument. Et pour autant, il peut y avoir des choses qui ralentissent notre rythme. C'est ce qu'on peut appeler les résistances. Alors, ça peut être nos résistances intérieures, mais ça peut être aussi les résistances des autres. Ce qu'il est précieux d'avoir en tête, c'est que ces résistances, c'est d'abord l'expression de peur. Et s'il y a des peurs, c'est que ça manifeste une demande de protection qu'on va ériger face à un danger qui peut être réel, aussi parfois un danger qu'on anticipe, qu'on s'imagine, peu importe. En tout cas, ça demande une protection. Et ça nous signale du coup qu'il est nécessaire d'adapter le rythme et les conditions du changement. Alors là, il y a plusieurs, c'est pour ça que je vous ai mis des pièces de jeu d'échecs, il y a des stratégies à avoir parce qu'il y a plusieurs risques qui se présentent à nous. Le premier risque, ce serait de ne pas écouter les résistances. Si je n'écoute pas du tout ces résistances, si je n'écoute pas du tout ces peurs, qu'est-ce qui peut se passer? Il y a un danger qui est réel. Du coup, je vais prendre des risques inconsidérés pour moi ou pour mes proches. Ou je peux aussi bloquer le système parce que toutes les résistances vont être renforcées. C'est par exemple ce à quoi on assiste quand on a une grève en entreprise, où là, toute l'organisation va être stoppée. Le rythme de l'entreprise va être stoppé. Mais il y a un autre risque aussi qui serait celui de trop écouter ces peurs, de ne pas oser les traverser. Et donc là, ce qui serait dommage, du coup, c'est de passer à côté la chance de pouvoir se transformer et d'évoluer. Donc voilà, il y a toujours cet équilibre, écouter les résistances, écouter les messages portés par ces peurs, et puis décider en conscience comment on va y répondre. Et ce qui va nous amener à faire une transition, parce qu'au-delà de la question du ralentissement, il peut carrément y avoir une coupure, une rupture de rythme. Et c'est ce qu'on a pu voir avec cette crise du Covid-19. Alors, vous avez eu plein de définitions de la crise. Je vous en propose une courte et simple. Pour moi, la crise, c'est d'avant tout une dégradation brutale de la situation, qui peut être économique, politique, sociale, personnelle. Une dégradation brutale de la situation et des perspectives. Une rupture d'équilibre avec à la fois une perte de repères, une absence de cap. Et puis, si on prend le prisme du temps, ce que je trouve assez frappant au niveau temporel, c'est qu'il y a à la fois la concomitance d'un sentiment d'urgence, que la survie est en jeu, que ce soit la survie réelle ou symbolique, ça peut être la survie de l'entreprise, donc un sentiment d'urgence et en même temps une impossibilité de se projeter, une impossibilité de savoir de quoi sera fait l'avenir. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, quand j'ai échangé avec les uns et les autres, c'est que tous me parlaient la plupart me parlaient de rupture de rythme. Soit ils avaient vécu un arrêt brutal, passage au chômage partiel par exemple, pour certains une pause, pour d'autres une accélération, ça a été une accélération pour les personnels soignants par exemple, ou pour des CODIR, COMEX qui ont dû en urgence prendre toute une série de décisions. Pour d'autres, un ralentissement. Et pour d'autres encore, ça a été un rythme qui s'est maintenu, mais c'est ce que j'appelle moi un changement de mélodie. C'était plus les mêmes activités qu'il y avait à l'intérieur de ce rythme, parce qu'il y avait les devoirs des enfants à prendre en compte, plus de tâches ménagères, de repas, etc., ou le choix de rattraper du retard qu'on avait pris sur des travaux perso, etc. Et du coup, j'ai envie de vous redonner la parole.
On a tous été placés sous contrainte de temps et d'espace avec ce confinement. Et j'aurais envie que vous partagiez maintenant avec nous de quoi cette période, elle vous a permis de prendre conscience pour vous-même. Et là, je ne parle pas des prises de conscience par rapport à la société, par rapport à l'entreprise, par rapport à l'environnement, mais par rapport à vous-même. De quoi cette période vous a-t-elle permis de prendre conscience? Ouais, les premiers retours, les premiers partages, retour aux valeurs essentielles, ouais, quelque part se centrer sur l'essentiel, sur l'important, les priorités, prendre du temps pour m'écouter, que je ne supportais plus mon rythme, trop chargé, avoir du temps pour mes proches, et importance du rythme, prendre conscience de l'importance de ce rythme, ouais. Revenir à l'essentiel, vivre l'instant présent, prendre le bonheur de prendre du temps pour être par exemple dans le jardin, voilà, l'équilibre des temps. Il y a beaucoup de retours autour finalement de l'importance du cercle familial, de la prise de conscience de la pression peut-être, le retour à l'essentiel, prendre conscience que peut-être ce rythme n'est pas tout à fait écologique pour nous. On a le sentiment parfois qu'on est pris par le rythme et on est ma résilience, ouais, retour sur soi. Voilà, je crois que ce que ça peut nous apporter comme enseignement par rapport à vos retours, c'est ralentir, écouter ses émotions. Ouais, quand on a des ruptures comme ça dans les rythmes qu'on connaît, que ce soit une accélération, un ralentissement ou un changement de mélodie, quelque part, ça peut être aussi l'opportunité de nous questionner sur ce qui est réellement important pour nous et sur la manière qu'on avait d'être en relation au temps auparavant et voir quel type d'ajustement on peut capitaliser pour la suite. Mais là, je te laisserai, Gwenaëlle, nous apporter tes éclairages. Moi, ça m'évoque l'idéogramme chinois qui symbolise la crise. En fait, c'est un double idéogramme, comme tous les idéogrammes chinois. Et le premier, c'est danger. Et le second, c'est opportunité. C'est comme ça que se traduit le mot crise dans la langue chinoise. Donc, je le lis dans vos retours. On a effectivement ces aspects de danger et d'opportunité. Et alors, ça nécessite pour ça d'être en équilibre, un équilibre au niveau de ses batteries et au niveau de la compréhension de ses mélodies. Voilà, je crois que je ne vais pas filer la métaphore davantage et je te laisse la parole. Retour au sens de la vie. Merci pour vos partages. Ouais, merci beaucoup pour ces partages qui sont très riches de sens, qui nous touchent beaucoup à Vincent et moi-même. Et moi, ce que j'ai beaucoup entendu, et vous l'avez bien traduit, hein, c'est que nos priorités, nos urgences, elles se sont modifiées. Les choses qui nous semblaient prioritaires le sont devenues moins. Il y a eu un retour à l'essentiel, donc peut-être aussi se rendre compte que la famille, la santé, c'était plus important que la place que j'y accordais dans ma vie auparavant. Des choses qui me semblaient urgentes, bah, je me suis rendu compte finalement je ne pouvais pas le faire, c'était peut-être pas si urgent que ça. Le fait aussi qu'on est tous vulnérables, tous mortels, tous humains en somme, tous aussi placés devant l'incertitude et l'inconnu. Hein, qu'on soit à la tête de l'État le plus puissant au monde ou simple employé dans un commerce ou un simple enfant, on est tous placés à égalité devant cette incertitude. Tous aussi interdépendants et donc co-responsables. C'était même toute l'état d'esprit, la philosophie qui soutient le confinement. C'est-à-dire que c'est parce que je respecte les règles du confinement que je contribue à ne pas propager ce virus. La prise de conscience aussi, ça a été pour un certain nombre d'entre nous le fait de pouvoir revisiter différemment les liens avec les autres à distance. Et puis, ce qui nous semblait parfois impossible, qui aurait pu croire qu'on allait comme ça quasiment stopper l'économie mondiale du jour au lendemain, ce qui nous semblait impossible avant a été rendu possible. Voilà pour moi ce que j'ai beaucoup entendu autour de moi. Effectivement, j'ai aussi beaucoup entendu cette question du temps, du rythme, de me rendre compte que finalement, avec ce ralentissement du rythme, ben, je me rends compte que que le rythme que j'avais avant, il était pas bon pour moi. Je n'en avais pas conscience. Mais voilà, vos retours confirment ce que moi j'avais identifié et synthétisé dans cette diapo. Alors, le sujet de ce webinaire, il parle aussi de la réussite. Donc, il est temps qu'on
il est temps, plus que temps qu'on aborde aussi cette quatrième partie. Alors, en commençant par un trait d'humour, parce qu'on a bien vu, le rire et l'humour, ça nous fait tous du bien, ça nous recharge. Alors, avant d'aborder cette quatrième partie, cette petite touche, donc nous, on va prendre le temps d'aborder ces questions-là. Et je vous ai dit qu'on avait construit notre rapport au temps dans l'enfance, mais après, tout au long de la vie, en fonction de nos expériences de vie, douloureuses ou heureuses, on va se forger des croyances, des injonctions, des ordres intérieurs qui vont se balader dans notre tête. Ce que moi, j'ai appelé les petites musiques dans la tête. Alors, c'est quoi ces petites musiques? Je vais vous en citer un certain nombre. Il y a des petites musiques du type ne t'arrête jamais, sinon tu pourrais ne plus arriver à redémarrer. Il y a toujours quelque chose à faire, seul le travail a battu compte. Alors, un grand classique, le sois parfait, maintiens toujours tes efforts, garde le contrôle parce que sinon tout va partir à volo. Ne profite pas du temps présent, il n'y a que le futur qui compte. Hein. Et puis d'ailleurs, ce que tu viens de réussir, là, si tu l'as réussi, c'est que finalement, ce n'était pas si difficile que ça. Donc, ce qui comptera, c'est le prochain défi. C'est celui-là que tu dois réussir. Hein. Donc, préoccupe-toi du futur. D'autres petites musiques encore. Vous avez un classique de certains, c'est le rêve. Il vaut mieux rêver de l'Everest plutôt que gravir le Mont Blanc. N'anticipe pas, ne prépare pas, tout ça, ça ne sert à rien. Prends pas de risques, mets-toi à l'écart. Il est impossible de planifier, d'estimer des délais, donc écoute, on va y aller comme ça, puis on verra bien. Hein. Le tout est important, donc il faut que je fasse tout en même temps. Toujours dans la même série du choix, ne choisis pas parce que c'est impossible d'être sûr que tu vas faire le bon choix. Ou dans le même style, choisir, c'est prendre une décision qu'on met en œuvre et c'est du coup prendre le risque d'échouer. Donc, il vaut mieux rester en retrait. Alors, un que j'aime bien aussi, c'est le attends. Bon, des fois que le problème se résolve de lui-même ou que d'autres se chargent de ce problème à ma place, ça serait bien. Et puis, un grand classique aussi, le fais plaisir, dévoue-toi aux autres. Parce qu'au fond, c'est quand même plus simple de s'occuper des autres que de savoir ce que je veux vraiment pour moi-même. Voilà. Donc, tout un certain nombre de petites musiques qui se baladent dans nos têtes et j'imagine que vous en avez identifié plusieurs qui se baladent dans la vôtre. Ces petites musiques, elles vont nous conduire à adopter un certain nombre de modes de fonctionnement ou de stratégies. Et ces stratégies, alors moi j'en ai identifié 6, vous en identifierez peut-être d'autres. Hein. Et ces stratégies, ça peut être autant des stratégies d'échec que des stratégies de réussite. Prenez par exemple l'hyperactivité. Si ça me permet de réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie, c'est une stratégie de réussite. Mais si ça me conduit à m'épuiser et à passer à côté de l'essentiel, là, on est dans la stratégie d'échec. Le toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort, ça, c'est super pour pouvoir se dépasser. Mais ça peut devenir une stratégie d'échec si ça me conduit à prendre des risques inconsidérés pour moi ou pour mes proches. Un autre ensemble de stratégies, c'est la procrastination, l'inertie, le retrait. Donc ça, c'est formidable pour prendre du recul et n'agir qu'au moment où ce sera le bon moment et qu'on sera sûr d'avoir pris la bonne décision. Mais ça devient vite une stratégie d'échec si ça me conduit juste à fuir mes responsabilités. Le rêve, l'imaginaire, le jeu, quel mode de fonctionnement formidable pour développer sa créativité et pour innover. Mais ça devient une stratégie d'échec si ça me conduit à fuir le réel. Alors la dispersion, ça aussi, ça peut être un formidable outil de réussite si ça me conduit à élargir, enrichir ma vision. Par contre, ça devient une stratégie d'échec si ça me conduit à tout commencer et à rien finir. Et puis le dévouement aux autres, quelle belle façon de réussir dans la création d'un gain à l'autre qui soit généreux, qui soit nourrissant. Par contre, ça peut devenir une stratégie d'échec si ça me conduit à nier mes propres besoins et à uniquement soigner une estime de moi-même qui serait fragile. Alors là où, encore une fois, notre organisme est bien fait, c'est qu'on a un baromètre pour nous signaler si on est plutôt dans la stratégie d'échec, plutôt dans la stratégie de réussite. Alors, certes, on peut attendre le résultat final. Bon, ça, c'est parfois un peu tard. Mais avant d'être sur le résultat final, si j'écoute et que je prends en compte à la fois ce que je me dis dans ma tête, ce que je ressens émotionnellement et ce que je ressens dans mon corps,
intelligence somatique. Et bien là, j'ai de bons indicateurs, un bon baromètre pour savoir si je vais être plutôt dans une stratégie qui va me permettre de réussir ou au contraire qui va me conduire à l'échec. Et là, donc, je vais de nouveau passer la parole à Vincent pour lancer notre deuxième sondage. Et dans ce deuxième sondage, vous aurez 2 croix à cocher. Une croix pour, dans votre symphonie personnelle, quelle était votre stratégie privilégiée avant la crise du Covid-19. Et même si vous en aviez plusieurs, je vous demande d'en choisir une seule. Et puis ensuite, pendant cette crise, est-ce que vous avez maintenu, renforcé, diminué ou changé de mode de fonctionnement? Je passe la parole, Vincent. Bien, j'ai lancé donc le sondage à choix multiples. Encore une fois, les réponses arrivent très vite. Vous êtes très réactif. Hein. Ouais, je vous les partage pas en direct pour pas influencer vos choix. Mais ça me parle, ouais. Hein, ce travail finalement sur ces stratégies nous évoque nos drivers et je crois qu'on en identifie assez facilement certains. Voilà, on a 70% de participation. Moi, je me souviens quand l'annonce du confinement est arrivée, je me suis dit, bon, d'abord, on a une forme de vertige parce que notre activité de relations humaines a subi un arrêt net. Et je me souviens cette petite voix que j'ai eue à un moment donné, j'en parlais avec mon superviseur et je lui disais, mais si je coache plus, pendant 2 mois, 3 mois, peut-être même jusqu'à septembre, je ne saurais plus faire. Voilà, et ça, c'est ce que ça m'a évoqué quand tu en parlais, Gonel. On est à 85% de résultats. Je vais vous les partager, 87. Hein. Je vous partage les résultats. Alors, on a, je ne sais pas si vous voyez l'ensemble des réponses. On a l'hyperactivité qui revient un peu fort. Alors, on n'a peut-être pas, nous, Gwenaël était dans l'hyperactivité, mais assez rapidement, finalement, dans cet espace qui nous était ouvert, on a axé finalement notre activité sur une forme de créativité pour s'adapter à la situation. Et à vrai dire, de mon point de vue, ça a été une période bien plus active que ce que j'aurais cru. Ouais. Pour vous partager quelque chose de personnel, moi je suis plutôt dans l'hyperactivité et je pensais que cette période de confinement serait une période d'introspection. Ben finalement, ça a été un maintien de l'hyperactivité. Bon. Ouais. Et donc sur les autres résultats, Vincent? Ouais, alors là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a cette tendance à être dans une forme d'hyperactivité. Et là, je crois que être dans le faire, dans ces moments-là, qu'il soit imposé ou qu'il soit une stratégie, être dans le faire, c'est encore une fois une manière d'être dans une forme de mental. Parce que cette hyperactivité, je crois que vous l'avez compris de cette manière-là, c'est autre chose que d'être dans une hyperactivité relationnelle à son propre corps. Hein. On est bien, à mon avis, dans peut-être ce qu'on a vécu un peu tous les deux, dans de la reconception, dans ces aspects-là. Donc, on voit à nouveau cette force du mental. Et puis, il y a ce driver fait plaisir, hein, l'oubli du soi, le dévouement aux autres. Alors, le tout est de réussir à travailler dans une forme d'équilibre pour écouter donc encore le rapport au corps, écouter ses propres besoins, rapport au cœur, et être en capacité de les nourrir. Pourquoi pas collectivement, même à distance. Et puis, pour les résultats de la deuxième partie du sondage, eh bien, on voit que y a une sorte d'équilibre des forces entre le maintien d'un mode de fonctionnement et le changement. Alors, la crise, pour l'aspect opportunité, c'est aussi le moment où on peut questionner nos modes de fonctionnement pour en envisager des nouveaux, sans oublier, et je crois que c'est ce que nous évoque ce sondage, sans oublier que les habitudes sont très puissantes, hein, d'un point de vue purement neuroscientifique. Une fois qu'on a l'habitude de fonctionner d'une certaine manière, il est très difficile de modifier cette habitude. Là, encore une fois, la crise peut être l'opportunité pour le faire, mais parfois on a besoin aussi d'être accompagné pour le faire. Bon, Vincent, ça me fait une belle transition pour la suite. Merci de votre participation, merci de ces résultats qui sont très, très intéressants pour nous. Et alors, je vais passer à la suite. Alors, toujours après le sondage, il y a voilà, une petite
petite difficulté. Voilà, passer à la diapo suivante. Et nous y voilà. Donc, et pour demain, après le confinement, moi, je vois plusieurs illusions qui se présentent à nous. La première illusion, ce serait déjà, puisqu'on parle du temps, de vouloir rattraper le temps perdu. Comme disait le chanteur Benabar, on ne sera jamais à l'heure des rendez-vous qu'on a manqués. Une autre illusion, ce serait de vouloir faire comme avant. On ne pourra pas faire à 100% comme avant, mais ce serait tout aussi illusoire de croire que plus rien ne sera comme avant. Heureusement et hélas, il y a des choses qui seront comme avant. Une autre illusion pour moi, et là je vous dis quelque chose de personnel, ce serait de croire qu'on va pouvoir éradiquer les virus. Longtemps, on a cru que l'homme moderne, ce serait ce super-homme qui aurait mis au point le super vaccin et le super antibiotique qui éradiquerait tous les virus et toutes les bactéries. Et là, je vais parler à la fois des virus au sens biologique du terme, mais aussi des virus qui peuvent gangréner notre société et nos organisations. Donc, on a longtemps cru ça, et vous voyez, par exemple, si on reprend les lois du vivant et cette question des bactéries, plus on a mis au point des antibiotiques puissants, plus les résistances se sont développées. Donc, pour moi, il serait complètement illusoire de croire qu'on va pouvoir éradiquer les virus et que plutôt que de lutter contre, peut-être qu'il faut apprendre à vivre avec, vivre intelligemment avec. Et du coup, la posture à laquelle ça nous conduit, ce serait à la fois une posture d'humilité, bien sûr, se rendre compte aussi que cette incertitude et cette impermanence, c'est-à-dire que rien n'est certain, rien n'est définitif, plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif, ça peut être aussi des alliés pour nous développer. Et puis, la posture à privilégier, c'est aussi de tirer les enseignements de ce qu'on a vécu pour agir différemment. Les risques qui se présentent à nous, donc là, j'en fais une sélection personnelle, hein, je partage ça, mais on a pour un certain nombre d'entre nous maintenant une carte bancaire sans contact. Moi, je vois un risque à évoluer vers une société sans contact, et une société qui creuse encore plus les fossés, vers un monde aussi toujours plus technologique et toujours plus binaire. Mais comme, alors Vincent, tu parlais tout à l'heure de cet idéogramme chinois, présente la crise comme à la fois des risques, des menaces et des opportunités. L'opportunité qu'on peut voir par rapport à ces risques, c'est celle de développer une autre qualité de relation à soi et aux autres. Je reprendrai l'expression d'une coach que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui s'appelle Danielle Darmoni, c'est le high-tech, high-touch. Plus il y a de technologie dans notre monde, plus il y a besoin de l'accompagner de sensibilité humaine, d'accompagnement humain. Donc voilà, c'est cette opportunité aussi qui peut se présenter à nous de développer notre sensibilité, notre capacité à accompagner l'autre. Et puis l'autre opportunité, c'est d'évoluer en permanence avec agilité, avec ce qu'on appelle aussi chez nous coach l'œil du commencement, c'est-à-dire plutôt que de rester dans ses certitudes et ses vérités définitives, de dire que chaque jour est un nouveau jour et que je peux apprendre, revisiter mes croyances, mes certitudes, mes généralisations. L'enjeu pour nous, c'est passer du mode survie de la crise au retour à l'envie, en un mot et en deux mots, et du coup aussi être prêt pour affronter et traverser les prochaines crises, puisqu'il y aura d'autres crises, on le sait tous. Alors, je vous parlais tout à l'heure de tirer les enseignements, de tirer parti de ce qu'on a vécu pour mieux préparer l'avenir. Je vous propose un outil simple, qui serait de commencer par vous demander qui je veux être. C'est au centre de ce triangle, qui je veux être dans ce monde d'après. Qui je veux être en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que dirigeant, en tant que manager, en tant que DRH, en tant que coach. Qui je veux être en tant que parent aussi. Et par rapport à qui je veux être dans ce monde d'après, qu'est-ce que je conserve dans ma vie? Certains ont parlé de retour à l'essentiel. C'est quoi mes valeurs? C'est quoi celles que je veux remettre au centre de ma vie, que je veux vraiment conserver parce que je me rends compte à quel point c'est en quelque sorte une colonne vertébrale pour moi. Donc, qu'est-ce que je conserve dans ma vie? À gauche, de quoi je ne veux plus, je veux moins. Qu'est-ce que je décide de supprimer? Et puis à droite, qu'est-ce que je veux mettre en place de nouveau? Qu'est-ce que je veux de nouveau pour moi, pour ma vie? Et qu'est-ce que je décide de mettre en place? Et ces dernières semaines, on s'est habitué à faire les gestes barrières. Moi, je vais vous proposer de mettre en place des mesures barrières.
C'est-à-dire, c'est quoi, qu'est-ce que je peux mettre comme mesure en place dans mon organisation, dans ma façon d'exercer dans mon métier, dans ma façon de vivre ma vie. Quels sont les engagements que je suis prêt à prendre par rapport à moi-même pour incarner le professionnel, l'homme, la femme que je veux être. Et je te repasse la parole, Vincent. Me revoilà. Yes. Donc, c'est des questions voilà, qu'on peut tous être amenés à se poser, qui vont nous permettre de faire des pas de plus. Ouais, on avait un partage dans le chat que je te transmets, Gwenaëlle. Humilité, acceptation de l'incertitude et posture d'apprentissage et d'adaptation. Une belle invitation, merci. C'était un partage précédent, voilà, enfin, merci pour votre merci. Effectivement, je crois que cette invitation est quelque chose qui nous aide. Alors, être exemplaire, sensibiliser, se protéger pour protéger, apprendre à dire non, respecter ses valeurs, de l'écologie personnelle, être à l'écoute de moi et des autres. Voilà. Un peu trop tôt pour décliner. Ouais. Je crois qu'il est important aussi de prendre le temps de vivre chaque étape de cette crise. Voilà, on pourrait vraiment, en 2 mots, mais vous connaissez très probablement les travaux d'Elisabeth Kubler-Ross sur cette fameuse courbe du deuil, finalement. Et on ne peut pas passer du choc de cette crise à l'acceptation. Et tout de suite, oh super, quelle belle épreuve la vie met sur mon chemin, je sens que je vais me développer. Il est bien nécessaire de vivre toutes les étapes. Et dans ces étapes, il y a effectivement, avec l'incertitude, il y a de la tristesse, il peut même y avoir de la colère, il y a de la peur. Donc ces étapes-là sont importantes à vivre aussi. Utiliser le mal autrement, accueillir les résistances avec empathie pour mieux les transformer, gérer ma capacité à oser ma créativité. Ce que tu disais tout à l'heure et ce que je lis dans les partages, ça m'évoque une phrase assez simple que je me répète souvent. Tout ce à quoi je résiste persiste. Quelque part, à vouloir lutter contre, on ne permet pas cette acceptation qui va nous aider à composer avec. Alors bien sûr, il y a des réalités qu'on préférerait différentes, mais les nier ou résister, finalement, va générer un épuisement de nos batteries sans forcément avoir cette influence sur l'environnement. Et c'est toute cette flexibilité que ça nous invite à avoir, qui est bien entendu pas évidente et qui nécessite de prendre le temps de le faire. Hein, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, autodiscipline, éthique professionnelle renforcée, cohérence, authenticité, responsabilité. Sortir du moi pour aller vers le nous. Ouais. Équilibrer les batteries, des clins d'œil à tes batteries, Gwenaëlle. Voilà, et puis il y a le mot d'empathie, bien entendu, et on pourrait en parler pendant des heures de ce mot d'empathie, mais identifier, dans la mesure où l'empathie est vraiment aidante, la part d'auto-empathie, d'écoute de soi-même, de respect de ses besoins, et la part d'empathie, et que tout ceci soit juste et en équilibre pour soi. Parce que sinon, on est du coup être bienveillant avec soi-même, voilà, bien entendu. Sinon, le risque du coup, c'est d'être à la merci de notre driver fait plaisir, et on n'est plus dans l'empathie, avec toutes les stratégies que ça génère derrière. Je ne vais pas prendre plus de temps pour le retour. Mesure barrière, être responsable de moi-même pour me mettre à bonne distance des virus physiques et émotionnels et mentaux. Sortir, voilà, nature, revenir à l'essentiel. Voilà pour les partages, merci. C'était riche. Je pense que j'en ai oublié certains et j'en suis désolé. Merci à vous et voilà, prenez le temps qu'il vous faut pour me coucher ça sur le papier ou pour y repenser plus tard. Vous avez tout le temps de le faire, mais voilà, c'est une belle opportunité pour vous de mettre en place ces mesures barrières pour la suite. Ouais. Alors, on arrive bientôt au terme de ce webinaire. Alors, la fille sérieuse que je suis vous propose une citation de Goethe. Vivre longtemps, c'est survivre à beaucoup. Mais la fille qui a beaucoup d'humour, que je suis aussi, vous propose aussi ce dessin que j'aime beaucoup, où Charlie Brown rappelle à Snoopy qu'on ne vit qu'une seule fois. Et Snoopy qui lui dit erreur, on ne meurt qu'une fois, on vit tous les jours. Tout ça pour nous dire que chaque jour, on a l'opportunité de décider ce qu'on veut faire de notre vie, décider de réussir ce qu'on a envie de réussir, ce qui nous tient à cœur de réussir dans cette vie. Et du coup,
Cette pandémie du coronavirus, elle nous a renvoyé, on l'a vu, à nos valeurs essentielles, à notre vulnérabilité, à notre humanité. Elle a posé de façon nouvelle pour nous la question de la présence, du lien, du rapport au temps et à l'action, du sens de notre vie, des valeurs qu'on veut incarner dans notre quotidien. Et vous le savez bien, on a chacun notre idée de la réussite, chacun notre idée de ce qu'il est important pour nous de réussir dans notre vie. Et ceux qui ont une bonne mémoire se souviennent qu'au début de ce webinaire, je vous ai invité à choisir une de ces 9 images, l'image qui pour vous illustrait le mieux votre rapport au temps. Et bien, cette image qui illustre le mieux votre rapport au temps, je vous invite à la reprendre, peut-être à la regarder plus en détail, regarder ses nuances, ses couleurs, regardez aussi quelle place elle occupe dans cet écran, plutôt à gauche, en haut, en bas. Et j'ai une confidence à vous faire, c'est que cette photo que vous avez choisie pour illustrer votre rapport au temps, eh bien, elle a des messages positifs, des cadeaux à vous donner pour vous indiquer la meilleure façon pour vous de réussir. Donc, je vais vous inviter à conserver dans votre tête ou dans votre cœur cette photo après ce webinaire pour voilà, vous imprégner de tous ces messages positifs, tous ces cadeaux que cette photo peut vous délivrer sur la meilleure façon pour vous de réussir. Voilà, je vais te redonner la parole, Vincent. Oui, merci. Merci Gwenaëlle, merci beaucoup pour voilà, pour ce webinaire vraiment complet. Il y a déjà beaucoup de merci pour cette synthèse, ces éclairages, voilà, pour cet instant présent. Alors, moi, chaque fois qu'on parle du temps, il y a quelque chose que j'ai en tête très régulièrement et qui m'aide pour quelque part traverser aussi des choses qui sont un peu stressantes, comme par exemple animer, même si on commence à en avoir l'habitude, animer des webinaires en présence d'une centaine de personnes. J'aime bien cette phrase, cette citation de David Baird qui dit « Tout philosophe vous dira qu'aujourd'hui est le demain pour lequel vous vous en faisiez hier. » C'est une phrase que je me répète régulièrement et je goûte, au moment où je me la dis, je goûte l'impression et la sensation que ça me donne. Voilà, en allant explorer mon passé comme un capital et en percevant, en me projetant vers mon futur comme une belle source de motivation. Super. C'est une jolie invitation, Vincent. Et j'entends dans la façon dont tu le partages que c'est à la fois du mental, mais c'est aussi quelque chose que tu incarnes dans ton cœur et dans ton corps. Ah oui, puisque cette petite phrase, je vous la répète, peut-être que ça a coupé, tout philosophe vous dira qu'aujourd'hui est le demain pour lequel vous vous en faisiez hier. Et je goûte, au moment où je la prononce intérieurement, la sensation que ça procure à l'intérieur de soulagement. Soulagement que nous aurons à célébrer tous les deux en off tout à l'heure, Gwenaëlle, ce moment intense. Soulagement de toutes les épreuves qui ont jalonné ma vie et qui jalonnent toutes les vies et de ce que nous avons pu en faire aujourd'hui. Et ça donne quelque part une énergie au niveau de la tête, du corps et du cœur pour transformer ces risques, ces dangers en opportunités. Ouais. Je ressens beaucoup de gratitude dans ce que tu partages, Vincent. Je sens même des petits frissons, tu vois. Merci. Effectivement, nos vies sont riches. Elles nous ouvrent à plein de possibilités, plein d'opportunités. Et c'est ce qu'on vit aussi à travers ce beau métier de coach, la possibilité d'accompagner, déjà nous de faire un chemin, parce qu'on peut accompagner que là jusqu'où on a été soi-même, mais d'accompagner d'autres sur ce chemin qui permet d'être toujours plus aligné avec soi-même, toujours plus en phase pour incarner ses valeurs, incarner ce qui fait qu'on est unique, parce que chacun d'entre nous a une unicité, a des spécificités, et ça, c'est des beaux cadeaux que la vie nous fait. Tout à fait. Merci beaucoup, Gwenaëlle. Merci pour vos retours. Alors, j'aime à dire merci pour vos merci. C'est important. La gratitude que vous exprimez dans vos témoignages, je ne peux pas tous les lire, mais cette gratitude, finalement, nous la recevons avec gratitude. Bien,
Merci à tous. Et nous vous invitons avec Gwenaëlle à poser vos questions si vous en avez, soit sur l'adresse de la présidence de l'ICF Bourgogne-Franche-Comté, soit directement aux deux intervenants. Vraiment merci pour votre participation active. Merci beaucoup Gwenaëlle pour ce moment très ressourçant. Je te laisse le mot de la fin. Ben écoute, Vincent, déjà merci à toi parce que c'était vraiment du plaisir à animer ensemble. Et puis merci à chacun d'entre vous. Voilà, on a eu beaucoup de plaisir à préparer ce webinaire pour vous. On espère que vous en aurez eu autant à le vivre avec nous. On reste en contact. Vous avez nos adresses mail, donc n'hésitez pas à nous solliciter autant que de besoin et à prendre tout le temps. On prendra tout le temps de vous répondre. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. À bientôt.